Bienvenue sur Cœur de Savoie Web TV, mes chers amis. Installez-vous confortablement, on va passer un bon moment ensemble. Naviguez dans les contrées fantastiques de Savoie. Dans chaque chaumière se cache une histoire en sommeil. Bonjour, alors sur CDS TV, on vous a promis une série de 5 vidéos sur la thématique des histoires extraordinaires et des mystères en Pays de Savoie, qui sont ces histoires très méconnues. Pour la plupart, il y en a un bon nombre, on a dû faire un choix. Alors le premier volet, c'est ce qu'on a appelé diablerie et personnages fantastiques. On va commencer par là. Sur ce sujet. Beaucoup d'histoires sur ce sujet et entre autres thématiques. Mais sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'histoires. Donc on a fait un choix. On a choisi 4 histoires, et dont Les Possédés de Morzine, qui est très connu, qui a fait l'objet d'un livre d'ailleurs, parce que c'est une histoire qui dure sur 13 ans, qui commence de 1857, qui se terminerait en 1870. Une des plus grosses affaires qu'il y a eu en fait en territoire de Savoie. Alors moi je pose un peu le contexte, c'est-à-dire qu'avant 1860, la Savoie était sous domination sarde. Les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, Morzine non plus. On connaît Morzine aujourd'hui en tant que station sport d'hiver, ok. À cette époque-là, c'était un bourg de 5 à 600 habitants, isolé, enclavé entre les montagnes, d'un côté la pointe de Nyon, le plateau de Voria, et tout ce secteur était très isolé, des hivers rudes. La culture était difficile à travailler. Et, comme un peu partout. Comme un peu partout dans les montagnes à cette époque-là, effectivement. Et survint cette fameuse histoire des Possédés de Morzine. Oui, c'est bien d'ailleurs de resituer le contexte, ça c'est très bien. Et donc cette histoire, ça commence par un jour, le 17 mars 1857 précisément, où une fillette, Péronne, qui allait à l'école, elle était sur le chemin de l'école, elle passe au-dessus de la Drance sur le pont. Donc l'école se situe au chef-lieu de Morzine, et puis qu'est-ce qu'elle voit en franchissant la Drance sur ce pont? Elle voit une autre jeune fille qui a été sauvée des eaux in extremis, parce qu'elle était en train de se noyer. Donc c'était très dramatique, parce qu'il y avait beaucoup de gens autour, ça criait dans tous les sens. La mère de la fillette était complètement traumatisée, et elle est affolée. Et ça a laissé vraiment un traumatisme dans la tête de la fillette. Elle est allée à l'école, quand même. Mais à l'école, elle fait prise d'une crise, on va dire, une crise, et elle s'évanouit. Et donc, de retour chez elle, on l'emmène chez elle, et puis quand elle reprend ses esprits, elle a complètement oublié ce qui s'était passé. Alors, pas le drame de la Oui, c'est resté gravé en mémoire. C'est resté gravé en mémoire, mais après surviennent ce qu'ils ont appelé des crises, d'autres crises où la fillette, elle, par exemple, elle mime, elle est complètement ailleurs, et ailleurs dans le sens où elle regarde au ciel, elle lève les bras, elle lève les yeux au ciel, et c'est comme si quelqu'un lui parlait, voilà. Comme si on lui donnait une lettre donc elle lit, alors pas à haute voix, mais elle lit dans sa tête, et puis suivant ce qu'elle est supposée lire, elle est soit attristée, soit joyeuse. Donc il y a des nouvelles joyeuses ou des nouvelles tristes. On ne connaît pas ce qu'avait écrit dedans, sur cette lettre imaginaire. Mais un jour, elle quand même, malgré le fait qu'elle se souvenait absolument pas de ce qui se passait pendant ces crises, un jour quand même, elle se souvient que la Vierge Marie lui aurait parlé. Ce qui nous ramène un petit peu à une histoire encore beaucoup plus connue, l'apparition de la Vierge à Lourdes avec Bernadette Soubirous, alors, qui aurait vu les premières apparitions devant la grotte de Mazimbiel. Oui, tout à fait. Mais ça, oui, justement, Bernadette Soubirous... Il y a des similitudes assez étranges. Oui, et c'est arrivé quelques mois après ce fait-là, dont on n'a pas parlé, en fait. Cette fillette, donc Péronne, qui entend la Vierge, et qui a un message, en fait, disant que la Vierge lui aurait fait visiter le paradis, et qu'elle a dit que c'était très beau, le paradis. Donc Péronne, cette jeune fille, qui a 10 ans à l'époque. Et donc quelques mois après surviennent justement ces apparitions de la Vierge, avec ce qu'on connaît, l'histoire de Bernadette Soubirous. Alors c'est étonnant qu'on connaisse bien l'histoire de Bernadette Soubirous, avec les mêmes faits qui se sont déroulés plusieurs mois avant,
en Savoie, Oui. en Pays de Savoie. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas eu une volonté aussi de vouloir minimiser cette affaire? Peut-être le contexte, même s'il était similaire à Lourdes comme à Morzine au départ, je pense que les autorités n'avaient peut-être pas traité l'affaire de la même façon. Encore que, même à Lourdes, à l'époque, les enfants avaient été vus par des médecins, comme quoi ils auraient fait... vu des choses qui n'étaient pas, donc un petit peu dans le même sens que Morzine. Alors en fait, cette fillette, c'est vraiment le début d'une affaire qui va durer 13 ans. 13 ans, voilà, parce qu'en Ouais. plus, il y a un traitement différent, comme tu l'as évoqué. C'est-à-dire qu'en fait, cette fillette Péronne, on a intitulé cette histoire « Les possédés de Morzine ». Pourquoi était-il possédé alors qu'à Louvre, enfin en tout cas pour cette histoire de cette jeune fille qui voit la Vierge, qui lui transmet un message, qui lui fait visiter le paradis, pourquoi là elle est considérée comme une possédée et à Lourdes, eh bien c'est un tout autre discours. Bon bah ça c'est juste une question. En tout cas, qu'est-ce qui se passe après? Donc les crises se répètent. Plus en plus, oui. Exactement. Et il y a d'autres, enfin entre guillemets, histoires de possédés, même avant 1857, en 1600, c'est-à-dire grosso modo 2 siècles avant, en 1642, on relève une autre histoire qu'on a appelée les possédés de Louviers. Ensuite, il y a les possédés de Loudun, les possédés d'Aix. Il y en a eu plein qui ont eu d'autres retentissements, pas traités qui de la ont eu même un manière. retentissement, voilà. Et tandis qu'à Morzine, ça a été refoulé, ça a été mis sous le tapis. Je voulais juste mettre le cadre en fait de l'époque, c'est que à Morzine, c'était un village de peu d'habitants. Il y avait quoi, 5 à 600 habitants à cette époque-là. Un village isolé, enclavé par les montagnes. Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, il faut comprendre que les gens, le seul lien qu'ils avaient avec la culture ou l'administration, c'était l'école elle-même, qui était à l'époque un maître d'école. Voilà, c'était pas. Et puis le curé du village qui lui faisait un peu d'orgue. D'éducatif. Alors c'était l'Église catholique qui pourvoyait à l'éducation quand même. Oui, c'est ça, en grande partie. Oui. Les instituteurs sont arrivés avec la Troisième République, les hussards noirs, la République, etc. Donc, bon, une fois que l'annexion, la dite annexion 1860, de la Savoie à la France, on a commencé à avoir des instituteurs. Oui. Là, ça s'est structuré de manière plus pas sérieuse, mais plus contrôlée, je dirais. Oui, plus contrôlée, on va dire. Enfin, c'était un autre système après. Ouais. Donc, en fait, cette affaire, suite à cette fillette, les choses vont se multiplier sous diverses manières. Et ça va prendre une ampleur dont les Morzinois eux-mêmes ne pensaient pas. Donc après, ça va aller au-delà de la fillette. Ça va aller oui, bien sûr, parce que ça commençait par cette fillette. Ensuite, elle part avec une copine à elle. Alors, toutes les deux, elles préparaient la communion. Elles partent donc elles partent dans les prés, dans la montagne. Elles étaient bergères, donc pour garder les chèvres. Et puis, les parents, les voyant pas revenir, ils s'inquiètent. Et donc, ils partent à leur recherche, ils partent les chercher parce qu'ils savaient très bien où elles étaient. Et donc, on les retrouve allongées, les bras, elles étaient les bras l'une de l'autre, dans les bras de l'une de l'autre, complètement évanouies. Elles étaient évanouies, en fait. Voilà. Donc, quand on les ramena, puis ensuite elles se sont réveillées, elles ne se souvenaient absolument pas de ce qui s'était passé. Donc après, il y a eu d'autres événements comme ça. C'est comme si c'était une épidémie. D'ailleurs, on a appelé ça, à l'époque, une épidémie. Oui. On ne savait pas trop ce que c'était. On n'en était pas encore au propos des possédés à ce moment-là. Mais ça laissait poser beaucoup de questions à la population qui commençait à trouver ces signes particulièrement étranges. Et les faits vont continuer à se multiplier. Exactement. Donc, il y a une aggravation des crises, ce qu'on a appelé la contagion. Donc, une contagion en d'autres enfants. En juillet, il y a eu une vingtaine de jeunes enfants qui ont été atteints de crise, alors toutes différentes les unes des autres. Par exemple, on a la copine donc, de Péronne qui, elle, voyait des serpents dans son chapeau. Ensuite, il y a eu un jeune garçon qui, donc d'un tempérament très peureux au demeurant, est monté à la cime d'un sapin. Et ensuite, il s'est... la tête en bas. Il s'est pendu donc, par les jambes, la tête en bas. Et donc, il s'est réveillé quand il était au sommet de ce sapin.
Et donc son père était en bas, bien sûr, et donc il a appelé à la rescousse son père, hein, il était complètement terrorisé d'être en haut. Et donc les adultes l'ont fait descendre, et il ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là-haut. Par exemple, après, on avait des jeunes enfants à l'école qui étaient en début de leur scolarité, donc qui commençaient juste leurs apprentissages, qui répondaient non seulement aux questions posées, mais ils répondaient en hébreu, en arabe, en latin. Ouais, étrange. Et d'autres encore qui étaient complètement survoltés, qui proféraient des insultes blasphématoires. Voilà, donc il y avait plusieurs manifestations comme ça. Des phénomènes inexpliqués, donc on ne comprenait pas, qu'il y avait beaucoup de questions dans le village, d'autant plus que tout le monde se connaissait, et les enfants des uns étaient touchés, après les autres. Mais alors, pourquoi les enfants ? On ne sait pas, personne n'a su pourquoi. Étrange. Ça a commencé par les enfants, ça a continué ensuite par le bétail. Le bétail a été touché ensuite. Voilà. Oui. Et donc les bêtes mouraient une à une. Oui, on pouvait plus barater le beurre, tirer la crème, la tête des vaches tournait, enfin des phénomènes qui restaient sans explication, mais qui commençaient à angoisser la population du village. Absolument, oui. Et qui cherchaient de l'aide, qui demandaient de l'aide. Parce qu'à cette époque-là, on pensait beaucoup diablerie, et on pensait beaucoup le fait que, forcément, la montagne était un lieu qu'on explorait peu, ou alors le peu qu'on l'explorait, c'était plutôt pour le travail et en tirer ses ressources agricoles, mais la montagne n'était pas quelque chose comme on la voit aujourd'hui. Donc il faut comprendre ce contexte qui fait que les gens au niveau du village... ils se sont adressés au curé, parce que c'était quand même la figure centrale. Au regard de la population, le curé était la personne la plus... Du village, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est fait ? Eh bien, ils ont commencé à faire des exercices, des séances d'exorcisme. La permission encore d'exercer des exorcismes. Disons que c'était très réglementé quand même, il n'y avait que quelques personnes de l'église qui pouvaient le pratiquer, qui étaient formées pour, et donc Monseigneur Rendu il va interdire les exorcismes sur les êtres humains, du moins. Oui. Voilà. Mais le curé Pinger, à l'époque c'était le curé du village, au plus près de la population, s'est bien aperçu qu'il y avait quand même une urgence, et il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait, selon ses croyances. Enfin voilà, il va braver l'interdit. Au-delà du regard administratif que portait le diocèse, il considérait qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Voilà. Sauf que, a priori, d'après ce qui est rapporté, il a fait ses exorcismes en vain. Apparemment, ça s'est avéré inefficace. Bon, ça, on laisse le doute planer. On n'était pas présent. Alors, ce qui a été rapporté, c'est que c'était inefficace. Oui, c'est ce qui a été rapporté par écrit, en fait. Mais il semblerait que ça n'ait pas porté, en tout cas, le fruit pour sortir de cette situation où on traduisait les choses de manière diableresque. Exactement. Alors, ensuite, c'est le docteur Buet qui est venu, le médecin du village, en fait, qui a tenté de soigner ses patients avec des antispasmodiques qu'il utilisait pour le traitement des maladies nerveuses. Parce qu'on pensait que c'était quelque chose qui pouvait s'expliquer. Psychiatrique. Voilà. Or, c'était en vain. Non, pas du tout. Donc, du coup, il a essayé avec des antispasmodiques, mais en vain encore. Donc, le prêtre, exorcisme, ça marche pas. Bon, il semblerait que ça n'ait pas fonctionné. Bon, le docteur Buet, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, mais quand même, il faut relever le fait que ça aurait été, le docteur Buet sera le seul scientifique à avoir quand même accepté que il y avait quelque chose de l'ordre du surnaturel dans cette histoire. Voilà, c'est le seul scientifique qui a accepté la thèse. De l'intervention d'un agent surnaturel. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, toute l'administration réfutait cette possibilité. Donc, ce qui faisait en même temps que les autorités sardes isolé de réponse. Les autorités sardes ne voulaient pas intervenir, même mettaient ça sous le tapis, ne voulaient pas en entendre parler, ça gênait énormément. On ne sait pas pourquoi, mais bon, parce que peut-être qu'ils étaient dépourvus de solutions. Mais quand même, l'affaire va continuer à prendre de l'ampleur. Donc ils vont être obligés de considérer le problème de la traduction des possédés de Morzine. Oui, tout à fait. Donc après, c'est le docteur Tavernier qui arrive et qui définit ce mal comme... Alors voilà, je cite ces mots. Pour lui, c'est une monomanie convulsive, ce qui ne résout rien. Et il dit, je cite, ces prétendues possessions, donc selon lui, seraient des maladies
qui se communiquent par la simple imitation et que certains attribuent à la puissance des sorciers, aux maléfices et à la possession des démons, pour être ensuite plus tard attribué, dit-il, au magnétisme animal. Donc il fait des comparaisons avec des faits similaires qui ont eu lieu notamment en Allemagne quelques siècles avant, voilà. Au XVIIe siècle notamment. Bon, alors le truc c'est que ça ne résout rien en fait. On met des noms dessus, mais ça n'explique rien, ça donne pas de solution. La question reste tout le temps, et de plus, les Morzinois continuent à s'inquiéter toujours davantage, attendant une réelle réponse à ces problèmes qui maintenant commençaient à partir sur les adultes. Donc enfants, les vaches. Les vaches, voilà, les enfants, les vaches. Donc face on peut dire, comme l'a dit d'ailleurs, l'a écrit Jean-Philippe Buor dans son ouvrage Les mystères de la Haute-Savoie. Oui. Donc Jean-Philippe Buor dit qu'il y a un réel laxisme de la médecine et des autorités sardes. Oui, oui. Donc face à ce qui a été qualifié de laxisme, on a un magnétiseur qui intervient, qui vient donc un Genevois, qui s'appelle Charles de La Fontaine. Et là, les choses ont commencé à changer. Alors c'était un premier tournant. Oui. Un premier tournant avec Charles de La Fontaine, magnétiseur de renommée, d'ailleurs, il était très connu, et il s'intéresse au cas de ces Morzinois. Un phénomène hors pair. Voilà, et donc il veut intervenir pas par intérêt personnel, mais comme il a dit, par intérêt de la science. Oui. Oui. Parce que c'était quand même un cas très particulier. Oui, il y avait beaucoup de gens croyaient aux choses maléfiques à cette époque-là, mais le cas de Morzine, vu l'ampleur qu'il prenait, restait assez unique en son genre. Donc voilà, les choses vont évoluer, il va s'intéresser à ce cas, et à partir de là, les choses vont commencer sensiblement à changer. C'est un premier tournant, parce que jusque-là, l'exorcisme ou les bénédictions suffisaient, visiblement, puisque le curé avait pour coutume, avait pour habitude d'aller bénir les chalets au sortir de l'hiver, donc avant l'été, parce que l'hiver, avec tout il y avait quand même une espèce de caractère sombre, dangereux. Oui, c'était très courant. On devait nettoyer, en fait. On imaginait peut-être que pendant l'hiver, des choses... de moins en moins, évidemment, mais on sentait une volonté, en tout cas, des autorités sardes à l'époque d'empêcher ce... Alors peut-être une question aussi, pourquoi Étrange. On n'a pas la réponse. Toujours est-il qu'il a été interdit de séjour à Morzine. En plus. Et voilà, et donc il a eu aucune autorisation d'aller à Morzine, si bien que les gens ont dû se déplacer à Genève, pour ceux qui pouvaient. D'autres ont quitté Morzine complètement pour aller vivre ailleurs. Oui, il était dans un état d'angoisse, d'inquiétude. Donc beaucoup ont préféré quitter ce territoire. Mais les choses vont encore s'amplifier. Ah ben oui. C'est ça le pire encore. Oui, parce que ensuite, en 1858, les autorités sardes continuent à nier ce fléau. Donc comme on l'a dit, il se répand aux adultes. Oui. Voilà. Donc à l'annexion, donc on est en 1860 et précisément un an après, donc en 1861, on a des révoltes des villageois, bien sûr, parce que le sentiment d'abandon, de ne pas vouloir se préoccuper de cette affaire qui prenait des proportions pratiquement incontrôlées, puisque là, quand on prend le contexte du village à 600 personnes, à la fin de cette histoire, on arrivera après à 200 personnes dites possédées. Donc c'est quand même un tiers. Donc à ce moment-là, la population commence à se soulever. C'est un cri de désespoir aux autorités. Oui. En fait. Et donc ils cherchent des coupables. Ils n'avaient pas d'autre solution finalement. Donc ils cherchent des coupables qu'ils ont trouvés en la personne du maire, mais plus particulièrement la personne du maire adjoint, le premier adjoint, donc Jean Berger. Voilà. Qui a pris pour son grade, on va dire. Et puis ensuite ressurgissent aussi de vieilles histoires, comme celle de l'abbé Cotet de Moulins, qui, selon les dires, aurait jeté un sort en quittant le village parce qu'on lui aurait refusé d'implanter sa chapelle. Et donc il serait parti en lançant, je cite, « Je planterai », donc dans Morzine, je planterai une épine qu'elle n'arrachera pas de sitôt. C'est un sentiment que la population a gardé en mémoire.
Et pendant longtemps, on s'est dit que ça pouvait venir de ce monsieur de Moulin. Et, côté de Moulin, oui. Voilà, donc, alors un sort jeté un abbé. Ou pas, oui. La question est restée, en tout cas la population n'a pas oublié, et ça va continuer encore. Et c'est ça le pire, c'est que tout va continuer à s'amplifier. Ça va continuer, et oui. Et donc on a en 1861 encore le docteur Constant qui vient de Paris. Et donc là on n'est plus dans le pays de Savoie, le royaume Piémont-Sardaigne, où on était sous les autorités sardes, avec le droit sarde, etc. Là, c'est Napoléon qui a fait un deal, on va dire. Là, depuis un an, on est dans l'administration de la République française. On a l'impression que dans la prise en charge de cette affaire, les choses vont se faire de manière plus structurelle et plus sérieuse. On est sous l'empire de Napoléon. Oui, tout à fait, Napoléon III. Voilà, et donc c'est le docteur Constant de Paris qui est à l'époque inspecteur général du service des aliénés qui est envoyé à Morzine. Voilà. Alors, les possédés de Morzine, serait-ce une affaire de fou d'après la traduction qui aurait pu, avec ce monsieur, la question continue. Et on n'explique toujours pas cette histoire. L'inquiétude grandissante, amplifiant avec le nombre de gens de plus en plus, soi-disant, possédés ou possédés. Et c'est tellement gênant qu'on envoya ce docteur, là, Constant, qui vient de Paris. C'est tellement gênant que... Il va être suspendu. Il va être suspendu, voilà. Oui, parce sa méthode était très discutable. Oui. Arrivé un moment, et puis non productive, en fait. Donc à un moment, il va être suspendu par les autorités de la République. Mais le problème continue toujours. Oui, et d'ailleurs les villageois finissent par aller en dehors du village, ils vont à Saint-Moins, à Saint-Maurice, et puis donc on disait tout à l'heure à Genève aussi, pour se faire soigner. Donc certains après 1864 sont devenus normaux. Oui, en dehors de la localité de Morzine, les gens sont allés à l'extérieur, et c'est là que leur traitement va commencer à poser des fois... Porter des fruits, quoi. Porter des fruits, oui. Parce qu'à partir de 1864, donc il y en a qui redeviennent normaux, voilà, qui ont été soignés. Et d'autres, comme on disait tout à l'heure, vont quitter carrément le village pour s'installer ailleurs. Et puis certaines victimes sont mortes, malheureusement, de ce mal. En tout cas, ces affaires qui ont été traitées, ou les soins qui ont été prodigués à l'extérieur, vont commencer à interpeller la population qui était restée sur place, comme quoi il y aurait une possibilité de traitement, ou alors... au niveau de la prise en charge, quelque chose qui serait efficace. Absolument, mais aussi bien les instances administratives de la République, enfin l'Empire, on va dire, de Napoléon, là, ni la médecine, ni même l'Église ne veulent entendre parler de cette histoire. Oui, un déni. Il y a vraiment une résistance. Et donc, cette histoire qui a duré 13 ans, du moins, c'est ce qui est raconté dans les ouvrages à notre disposition, qui ont été diffusés à ce sujet, eh bien, aura laissé un goût amer d'injustice et d'abandon. Oui. Aussi un goût d'inachevé, car l'histoire des possédés de Morzine garde encore aujourd'hui tout son mystère. Sans réponse. Sans réponse. Et c'est étonnant que ça se soit arrêté en 1870. Alors peut-être parce que les gens sont allés se soigner ailleurs et qu'il y a eu une ouverture, 1870, et la guerre aussi avec les Prusses. Peut-être avec la Prusse, oui, c'est possible. On ne sait pas. Ou alors est-ce que peut-être que cette affaire a été... mis un peu à l'écart par rapport aux événements conflictuels. On ne sait pas trop ce qu'il y a de sûr. On les a laissés complètement... Oui, je pense qu'on les a laissés tomber. Il y a eu l'urgence, c'était ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette affaire des possédés de Morzine, qui était une des plus grosses affaires en fait sur ce thème, reste vraiment quelque chose sans réponse. Oui. Aujourd'hui encore. Alors évidemment, aujourd'hui, Morzine... Alors rassurez-vous, continuez à aller skier à Morzine. Morzine est une station de sport d'hiver. Il n'y a aucun danger. Oui. Aujourd'hui, il y a près de 3000 habitants. Vous allez à Morzine dans un autre esprit que celui qu'on vous a compté aujourd'hui. Mais oui, ne le gardez pas en mémoire. C'est juste une anecdote qui rappelle une période qui a marqué cette vallée et qui est restée ancrée pour ceux qui ont encore peut-être aujourd'hui un certain âge, mais je pense que ça a dû quand même se transmettre aux générations suivantes. Je pense que tous les Morzinois ont en mémoire un peu cette histoire, parce que, je vous dis, c'est un volume entier, et puis surtout sur 13 ans, ça ne s'efface pas non, comme ça. Non, ça ne s'efface pas comme ça, oui. Ça ne s'efface pas comme ça. On vous raconte les histoires extraordinaires en Savoie sur CDS TV, juste pour la différence.
Et il y en a d'autres, des histoires Oui. mystérieuses comme ça. Oui. Alors on a l'homme vert, Élysée. Alors c'est une petite histoire, une anecdote, comme il y en a Oui. plein. Hein. Oui. Voilà, on Il y en a explique beaucoup. pas mal de choses, il y en a Oui, beaucoup. oui. On expliquait pas Oui. mal de choses par les superstitions. Mais l'homme vert d'Élysée, ça a un lien avec la Savoie, par contre. Vous Oui. allez comprendre pourquoi. Mm. Donc c'est aussi un phénomène un peu étrange. Est-ce que ça tire un peu... Cette histoire est tirée d'une certaine légende, je pense. Est-ce qu'il y a un fond de vérité possible? Mhm. En tout cas, elle reste intéressante. Oui, ça se passe dans le Faucigny Ouais. d'ailleurs. Dans le Faucigny, du côté d'Arrache et des communes environnantes. D'ailleurs, en 1831, après Mm. cette histoire-là, une croix a été érigée en son souvenir, Oui. de l'homme vert. Mm. Elle a été érigée au lieu dit la Croix Verte, Oui. voilà, en bordure de la D6, Oui. départementale C'est 6. intéressant de savoir pourquoi on disait... on parlait de la couleur verte. En fait, parce que le vert, on le verra après avec une histoire de château et de Ouais, chevalier. ouais. Mais le vert, a priori, c'était la couleur des chevaliers errants. Et donc, la croix verte a été érigée en 1831 en bordure de la D6, qui relie Saint-Sigismond à la Oui. Frasse. Bien souvent, Mm. dans ce pays de montagne, l'emplacement d'une croix témoigne souvent d'un événement qui aurait lieu à l'endroit où celle-ci était plantée. En tout cas, c'était dans l'intention de ne pas oublier quelque chose. Alors, ça pouvait être des tas de choses. Hein. Oui, de ne pas oublier ou de conjurer le sort Voilà, aussi. aussi. Oui. Certainement un appel pour voilà. protéger Mm. la population. Mais en tout cas, ça marquait toujours, ou très souvent, un événement qui s'est passé à cet endroit. Parce que si vous observez Oui. un peu quand vous vous promenez dans ce pays, on peut voir quelques croix. Oui, il y en a beaucoup Il y en a ici, c'est beaucoup, vraiment le ouais. pays des croix. Sur les sommets, D'ailleurs, oui. Il faut les garder parce que ça fait partie de l'identité. Oui, tout à fait. Ben Ça voit après, quand même l'histoire. ok, Mm. donc après, on continue Alors avec qu'est-ce qui cet se homme passe vert. en fait C'est quoi l'histoire de cet homme vert? En fait, c'était un chevalier vert qui était sur son cheval vert et qui galopait donc à forte allure régulièrement en faisant des allers-retours en fait à la tombée de la nuit. Hein. Oui, Des allers-retours entre les hameaux de Lay, L-A-Y-S, oui, et le hameau du Serveret, oui. donc S-E-R-V-E-R-A-Y pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, et il faisait des allers-retours à travers Bois, donc dans Et au dans le niveau secteur de la Barrietta. Cluse-Maglan, en gros. Oui, ouais, c'est ça, entre Voilà, pour Cluse et situer Maglan. Oui, c'est géographiquement bien. les carreaux, c'est ce secteur-là. Pour qu'on voit Voilà. un peu plus clairement ce que N'ayez c'était, pas peur ouais. si vous y allez aujourd'hui, mais... Maintenant, c'est très paisible. C'est un bois ou une forêt, dirons-nous, agréable. Voilà, on peut s'y promener sans risque aucun. Donc, en 1830, le curé avait décidé d'organiser une procession dans le but de conjurer Oui. cette histoire d'homme vert qui effrayait la population, Oui, oui. bien évidemment. Apparemment, ça faisait du bruit. Les gens Il faut étaient juste apeurés. comprendre ta population à cette époque-là, souvent peu cultivée ou n'avait pas l'enseignement obligatoire. Tout le monde ne l'avait pas. Mhm. Et bien souvent, on travaillait la terre, donc on était plus ou moins parsemés dans les alpages, donc pour garder les bêtes. Et cette affaire a quand même marqué, même si elle reste assez courte dans sa traduction, Mhm. mais il y a quand même en fait quelque chose qui va lier à l'histoire de la Savoie, Oui. puisque cet homme vert, qui est cet homme vert? Qui est cet homme vert? Et là, ça On le devient verra plus intéressant. tard. Quand on abordera le thème des châteaux. Ouais, ouais. Voilà. Alors, donc, dans cette procession, les paroissiens ont été très très nombreux. Hein, et donc, ils sont allés jusqu'à la forêt, en fait, la Barrietta, parce que c'est vers là-bas Ouais. où on voyait ce chevalier. Et le curé s'engouffra encore, la figure du curé, Oui, hein, qui oui, est oui. une figure de proue, qui Oui, est oui. vraiment le protecteur du village, qui est là, qui oriente un peu les âmes, enfin ses Tout le monde ouailles. se rangeait derrière le curé, voilà. curé, voilà. Donc il est allé, courage Oui. en main, s'engouffrer dans la forêt. Et il est revenu de cette forêt complètement exténué, en sueur, en disant Comme que- s'il y avait eu un combat Mhm. entre le mal et le bien. et le on va bien. dire, ouais, voilà. Donc voilà. Mais Alors, après, il a dit qu'il a réussi à conjurer l'homme vert, mais pas totalement. Oui. Il a été transformé en un oiseau Mm. qu'on a appelé Isée. Isée, l'oiseau Voilà. d'Isée, L'oiseau. étrange. Un oiseau, donc, et on l'entendait, certains l'entendaient, on entendait des cris très lugubres, très, très effrayants. C'était des cris de lamentation, et Oui. on imaginait que c'était cet oiseau. Oui, oui. Hein. Et donc, à un moment donné, il y a 3 jeunes qui sont allés
Qui vont tenter le sort. qui sont allés, bon voilà, c'était des jeunes, donc ils voulaient des sensations fortes, Ils comme ont voulu les se jeunes faire d'aujourd'hui. peur, mais ils vont réussir. Ils vont réussir, oui. Oui. Parce qu'ils sont montés vers le chalet de l'Artose, Oui. c'est ça, Artaud. ouais. Artaud, ouais, Mm. parce que c'est avec un S à la fin. Donc le chalet de l'Artaud, près du col de la Pala, Oui. entre Sigismond et la rivière Anvers. Oui, tout à fait. Oui. Ok. C'est ça. Où ils étaient sûrs de le trouver, donc cet oiseau. On ne sait pas pourquoi ils étaient sûrs de le trouver là-bas. Bon, en tout cas, c'était peut-être par Vont-ils là-bas le trouver ? Vont-ils le trouver ? Eh bien, en fait, il y en a un des trois jeunes qui s'est mis à vouloir l'insulter. Et donc, il se serait pris un coup d'aile tellement Oui. magistral qu'il en tomba évanoui. Évanoui. Voilà. Et bon, donc, ils se sont carapatés, ces trois jeunes. Alors, on dit que dans le chalet de l'Artaud, il y avait eu au moins deux événements, on rapporte deux événements. Oui. Un aurait rejoint dans ce chalet sa fiancée, mais il ne trouva pas sa fiancée, il trouve en fait c'était le diable. Ça, Un peu dans la légende. Mais ouais, c'est de la légende de l'étrange quand même. de l'étrange. Et qui soulève des questions, quoi. Ouais, parce que dans ce chalet, il y a eu un autre jeune Oui. homme qui aurait été pendu mystérieusement, hein, on ne sait pas Oui, pourquoi. déjà avant. Donc c'était quand même un chalet. Est-ce qu'il était prédestiné On disait qu'il était hanté. Oui, Mm. souvent on le traduisait comme ça. Mhm. Alors vrai, pas vrai. Là encore, On ne sait pas. une belle question. Belle question. C'est encore un mystère. Et oui, un de plus. Un de Alors, plus. les mystères extraordinaires de la Savoie, il y en a énormément. Mm. Ce sont des faits tous un peu différents, mais qui restent, qui nous tient en haleine parce que l'étrange, eh ben, on aime bien souvent trouver des réponses, mais là, Mhm. on ne peut pas en fournir dans toutes les affaires dont on va aborder. Et pour une raison simple, c'est qu'on les a pas. On les a pas, Tout c'est simplement. tout, hein. Ça pourrait faire l'objet d'une série, même Voilà. filmée, hein, avec Oui, tout à fait. une série. Tout à fait. Pas Netflix, mais bon, Non, quoique, on ne sait pas. Bon, bref, en tout cas, il y a beaucoup de mystères. Et cet oiseau, donc, lisait, après ce fait-là, hein, il s'est trouvé que la population a détruit le chalet oui. en le brûlant. Et l'oiseau a disparu. Hein, Oui. il a complètement Il disparu. était pris dans les flammes de l'enfer ou dans le... On ne sait pas, il s'est envolé par-delà les montagnes, il ne revint jamais et on ne revit plus jamais l'homme vert, ni on n'entendit parler de Lysée, ni son cri, ni rien du tout. Donc c'était le silence dans ce bois de la Barrietta, Oui. à nouveau. Mhm. Et maintenant on peut y admirer sa nature verdoyante Voilà. et paisible. Et la paix Donc, retrouvée eh oui. dans cette localité. Mm. Alors, est-ce que l'oiseau d'Isis s'est envolé avec les ailes brûlées? Ça, la question... Reste en suspens. voilà. Ouais, reste sans réponse. Stop! Taisez-vous! Prochainement sur CDS, des personnages mystérieux vous conteront bien d'autres histoires.